Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vous propose de faire du refactoring, c'est-à-dire que l'on va réorganiser le code que l'on a écrit dans la précédente vidéo consacrée à la création d'un espace membre. Alors là, je vous vois venir, certains d'entre vous vont me dire, mais attends, t'es complètement con, pourquoi tu ne nous as pas directement expliqué dans le chapitre précédent comment écrire le bon code? Pourquoi faire deux vidéos où tu réorganises tout? Alors tout simplement, le but de la première vidéo, c'était de vous expliquer la logique dans la création d'un espace membre. Et histoire de rendre cette vidéo la plus accessible possible, j'ai utilisé du code procédural, c'est-à-dire qu'on n'a pas créé de méthode, on n'a pas créé d'objet, on est resté sur un code qui était relativement simple. Ce que je souhaite faire dans cette vidéo, c'est réorganiser le code en utilisant un petit peu les objets. Pourquoi? Pas juste pour le plaisir, mais pour vous montrer comment on peut utiliser les objets et comment il peut nous permettre d'avoir un code qui est plus simple à utiliser et surtout plus simple à comprendre. Alors le défaut avec la programmation orientée objet, c'est que lorsque je vous l'explique, soit je vous l'explique en théorie et après c'est dur de trouver des cas pratiques pour la mettre en place, soit je vous l'explique en y allant un petit peu trop comme un bourrin et tout de suite en partant sur des délires de MVC, de routeur et compagnie. Donc là ici, il ne s'agira pas de faire ça, on va pas tout de suite partir sur une logique model view controller, on va vraiment prendre les choses à la base. Donc l'idée c'est de remplacer des blocs de notre code en utilisant les principes de la programmation orientée objet. Alors, avant de commencer, il est important de faire un point sur ce qui nous pose problème. Pourquoi on a besoin d'une telle réorganisation? Qu'est-ce qui ne va pas dans notre code actuel? Alors, le principal problème que l'on a, c'est, je dirais, la répétition. Si on regarde au niveau des requêtes à la base de données, on l'a réalisé très rapidement. À chaque fois qu'on a besoin de récupérer des informations, on se retrouve à écrire trois lignes. Un prépare, un execute et un fetch ou un fetch all. Donc ça pourrait très clairement être résumé en une seule ligne. On n'a pas besoin de tout ça. L'autre problème, c'est la connexion à la base de données. Donc, histoire de ne pas nous répéter, ce que l'on avait fait, c'est qu'on avait créé un fichier db.php. Le problème, c'est que c'est difficile de savoir si ce fichier est inclus ou non. Et on se retrouve très rapidement à galérer à savoir si on a la connexion à la base de données et surtout à transférer une variable. Les variables sont en effet perdues suivant le scope dans lequel on se trouve. On l'a très clairement vu dans la partie functions. On n'avait pas accès à PDO et on a dû un petit peu chanter le système, ce qui n'était pas terrible en termes de solution. La même problématique a eu lieu lorsqu'on a fait les session start. À chaque fois qu'on fait un session start, on ne sait jamais si ça a déjà été démarré avant ou pas. Donc ce n'est pas très pratique. Et c'est là que les objets interviennent. Donc on va commencer par réécrire la partie requête et essayer de simplifier ces trois lignes que l'on a là pour en avoir qu'une seule. Donc là, le premier réflexe serait de se dire, pas de problème, je vais qu'à créer une fonction qui va faire tout le bordel. Le problème, c'est que si je crée une fonction, j'ai quand même besoin de PDO. Et cette variable-là, je suis embêté pour l'avoir. Et c'est là que les objets interviennent, parce que les objets ont des attributs, du coup on va pouvoir définir un attribut PDO. Donc on est parti. Alors pour créer mes classes, je vais créer un nouveau dossier pour ne pas les mélanger avec le reste, et ce dossier, je vais l'appeler très sobrement classe. À l'intérieur de ce dossier, je vais aller créer un premier fichier qui va me permettre de gérer la connexion avec la base de données. Donc je vais continuer à suivre les conventions que j'ai adoptées depuis le début de cette vidéo, et du coup, ces fichiers seront nommés en un anglais. Donc là, on va l'appeler database.php. Donc à l'intérieur, on va mettre une classe que l'on va appeler database, et dans cette classe, on va créer une méthode qui va permettre de faire une requête à la base de données. Donc une requête, c'est une query. Donc on va appeler cette méthode query. Alors cette méthode, je vais avoir besoin de l'appeler depuis l'extérieur, parce que le but, c'est de pouvoir faire depuis mon code des queries. Donc pour cela, je vais créer la méthode en public. Public function query. Donc si je reprends le code que l'on a écrit, donc on va partir sur la fonction register. En général, on a besoin de préparer, donc on a besoin d'envoyer une requête, et ensuite on a besoin d'exécuter avec des paramètres. Du coup, notre fonction prendra ces deux paramètres. En premier, elle prendra la requête, que l'on va appeler query, ou on peut l'appeler statement, à vous de voir ce que vous préférez. Et en second paramètre, les paramètres. Donc on va appeler ça parameters ou params. Et ce que je vais faire, c'est que je vais juste prendre le code que l'on a écrit ici et le mettre à l'intérieur. Sauf que là, lorsque l'on fera une préparation, on enverra en paramètre la requête. Et lorsque j'exécute, je lui enverrai les paramètres. Params. Impeccable. Et à la fin de cette fonction-là, je vais retourner le résultat. Donc là, je ferai un truc comme return rec fetch. Alors, premier problème, parfois je vais avoir besoin de faire un fetch, parfois je vais avoir besoin de faire un fetch all. Donc là, ça va dépendre vraiment de ce que l'on a besoin de faire dans notre code. Donc au niveau de notre fonction, je ne vais pas renvoyer directement les résultats, mais je vais renvoyer tout simplement la requête préparée. Ce qui fait que lorsque j'utiliserai la fonction, je n'aurai juste qu'à faire un fetch ou un fetch all, suivant ce que j'ai besoin de faire. Voilà, donc l'idée c'est de rendre la classe assez modulable.
Alors le problème, et vous le voyez, c'est souligné en rouge, c'est que dans cette méthode-là, je n'ai pas accès à PDO. Donc comment je fais? Alors la première solution serait de se dire, bon ben je fais un require, je charge le fichier, et après ben, je suis parti. Pas du tout. L'avantage des objets, c'est qu'ils ont des attributs. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va créer un attribut qui va contenir la connexion à la base de données. Donc cet attribut, je vais le créer dans le constructeur. Donc pour créer une nouvelle instance de database, il me faudra lui passer les informations de connexion à la base de données. Donc on est parti, public, function, donc ça va être la fonction constructrice, elle prendra en paramètre le login de la base de données, le password de la base de données, le nom d'hôte et la base de données en question. Donc là on va l'appeler database_name. Et à l'intérieur, on va du coup pouvoir copier le code que l'on avait écrit ici. Hop. Donc on crée une nouvelle variable PDO qui est une initialisation de PDO. On lui passe en paramètre le nom de la base de données. Donc là, je vais plutôt mettre des doubles quotes pour pouvoir utiliser les variables à l'intérieur. Donc le nom de la base de données, ça va être database_name. Le nom d'hôte, ça sera host. D'ailleurs, je me dis qu'au final, mieux vaut mettre dans le désordre, comme ça, et dire que par défaut, host aura la valeur localhost. Comme ça, je ne serai pas obligé de la préciser si la base de données est sur le même serveur, ce qui est la plupart des cas. Donc ça m'économisera un petit peu de code. En second paramètre, je mets le login, et en second paramètre, le mot de passe. Ensuite, je fais des setAttribute. Le problème, c'est que cette variable-là, elle va être perdue. Je n'y aurai pas accès en dehors. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer une propriété. Donc cette propriété, je n'en aurai pas besoin en dehors. Donc en général, lorsque vous créez des propriétés, mettez-les en private. Et si jamais plus tard, vous réalisez que vous en avez besoin depuis l'extérieur, vous le passerez en public. Donc là, je le mets en private. Et ici, lorsque je fais l'initialisation, ce n'est pas dans la variable PDO, mais c'est dans l'attribut PDO. Donc là, je remplace tout ça par des vis PDO. Voilà. Et à cet endroit-là aussi, je fais un coup de vis PDO. Donc qu'est-ce que ça change maintenant au niveau de ma fonction register? Donc au niveau de ma fonction register, histoire de tester un petit peu notre code, ce que l'on va faire, c'est qu'on va imaginer ici, je veux récupérer le premier utilisateur. Donc je vais cette fois-ci faire appel à mon fichier database. Donc ce fichier, j'ai besoin de l'inclure. Donc je fais un require database, alors c'est dans le dossier classe, c'est database.php. Ensuite, je l'initialise en faisant, par exemple, db égale new database, et je lui passe en paramètre les informations, le login, le mot de passe et la base de données. Donc la base de données, nous, je crois que c'était démo ou... Alors je ne sais plus comment elle s'appelle, alors je vais regarder dans mon fichier db.php. C'était tuto. Ouais, c'était plus simple. Et ensuite, lorsque j'ai besoin de faire une requête préparée, trouve-moi l'utilisateur qui a l'id 4. Donc pour cela, je ferai db, mon objet, query. Donc la requête, c'est select everything from users, where id égale. Et là, je mets un paramètre. En second paramètre de ma fonction, il faut que je lui envoie les arguments de la requête préparée. Donc là, on mettra par exemple 4. Et donc ça va nous retourner une instance de PDO statement, c'est-à-dire le résultat de la fonction prépare. Donc là, si je souhaite avoir un seul résultat, je fais un fetch. Si j'en veux plusieurs, je fais un fetch all. Donc là, je me retrouve dans cette variable avec l'utilisateur, que je vais tout de suite débugger. Donc pour cela, j'utilise ma fonction debug. Donc debug user. Et après, je rajoute un die, histoire d'empêcher la suite de l'exécution du script. Et ici, si j'actualise, je me retrouve bien avec l'utilisateur qui correspond. Donc on voit que l'ID, on a récupéré toutes les informations que l'on a depuis la base de données. L'avantage, c'est que si après, plus tard, je veux récupérer plusieurs utilisateurs, par exemple, je retire cette condition-là, donc je ne lui envoie aucun paramètre, et que j'actualise, je me retrouve cette fois-ci avec les deux utilisateurs. Donc vous voyez que c'est beaucoup plus modulable et beaucoup plus facile à utiliser que notre système. D'ailleurs, on se dit, bon ben là, si tu n'envoies pas de requête préparée, dans ce cas-là, tu peux directement faire la requête. Donc ici, je vais retirer ce paramètre-là. Donc forcément, il me dit, ah, ben il y a un problème parce que dans query, tu attends 2 arguments. Et on va dire que par défaut, ici, ça va être un tableau vide. Si je réactualise, ça continue à fonctionner. Mais même, c'est pas forcément utile de faire une requête préparée si jamais il n'y a pas de paramètres. Donc là, on va mettre paramètre à false par défaut. Et on va dire s'il y a des params, donc if params, dans ce cas-là, on fait une requête préparée. Sinon, on peut optimiser le code. On fera un rec
égale this PDO query et on lui balance directement la requête. Voilà, comme ça, pas d'argument, pas de problème. Donc au niveau de ma fonctionnalité, ici, ça permettra de refonctionner et ça me renverra tous les résultats. Donc l'avantage, vous le voyez, c'est que vu qu'on a le code dans une fonction, si on souhaite faire des optimisations, on n'a pas à se farcir d'aller modifier dans tous les fichiers. Il suffit de modifier maintenant ma fonction query et ça affectera la modification sur tout le reste de mon site. Donc si je veux apporter des évolutions, je pourrais le faire facilement. Alors cette nouveauté est intéressante, mais on a quand même une problématique. C'est cet objet DB. Ça veut dire que dans tous les fichiers où j'ai besoin d'accéder à la base de données, je vais devoir initialiser ce fichier database et lui passer le login, le mot de passe et le nom dot ou le nom de la base de données. Pas très pratique. Donc comment je peux faire? Alors, ma première optique, ça serait de se dire, pas de problème, je vais modifier le fichier db.php et plutôt que de lui demander de renvoyer PDO et qui est une instance de PDO, j'initialise à l'intérieur cette variable et je continue comme je faisais avant. Donc ça, ce n'est pas idéal. Essayez d'oublier complètement cette optique-là parce que balancer des variables un petit peu globales comme ça, c'est pas du tout une bonne solution. Ce que l'on peut faire en revanche, c'est utiliser une classe statique. Une classe statique, on pourra l'appeler depuis n'importe où. Et ça, c'est plutôt intéressant. Donc là, on va créer une classe. Alors, je n'ai pas forcément de nom. Ça va être une classe qui va servir à tous les trucs génériques de notre application. Donc là, on va l'appeler app.php. Donc on est parti. Je crée ma classe app. Et dès que je vais avoir besoin d'une fonction, d'une connexion à la base de données, ce que je vais faire, c'est que Et à cet endroit-là, je vais pouvoir créer une fonction. Donc je vais la créer en statique. Donc on est parti, static, function, get database. Et à l'intérieur, je vais y mettre le code qui permet de se connecter à la base de données. Donc là, je reprends ce que j'ai écrit ici et je fais ça. Et je retourne directement le résultat. Donc ça me permettra d'éviter de devoir avoir une variable globale. Dès que j'ai besoin d'accéder à la base de données, j'ai juste à avoir... Alors d'ailleurs, je réalise que j'écris ça n'importe comment. J'écris database, c'est database. Dès que j'ai besoin de me connecter à la base de données, j'ai juste à faire app:/get_database, en m'assurant évidemment que ce fichier est bien chargé. Donc là, dans ma fonction register, je suis obligé d'inclure database. J'inclus aussi app. Et ensuite, lorsque j'ai besoin d'une connexion à la base de données, je peux faire db égale app:/get database. Voilà. Du coup, si j'ai besoin de changer les identifiants, je ne devrais pas, pareil, parcourir tous mes fichiers pour les changer, mais il me suffira de modifier ce fichier app.php. Donc je réactualise la page et je vois que ça donne le même résultat. Donc là, j'imagine que vous êtes un petit peu sceptique. Vous dites, ok, c'est sympa en termes d'organisation et d'écriture, mais un défaut, c'est que si j'ai 10 classes, je vais devoir penser à inclure 10 fichiers. Pas très pratique. Alors heureusement, ça fait longtemps qu'on n'a plus besoin de faire ça, on peut utiliser ce que l'on appelle un autoloader. Donc je l'ai déjà expliqué dans la formation consacrée à la programmation orientée objet, mais un autoloader, c'est tout simplement une fonction qui va automatiquement inclure les fichiers dès qu'on en a besoin. Donc l'avantage, c'est qu'on n'aura plus besoin de faire ça. Dès qu'on fera app, il saura quelle classe on doit charger. Donc si j'actualise la page, vous devinez, il va me dire non, je ne trouve pas la classe app. Et après, il me dira non, je ne trouve pas la classe database. Donc du coup, on va avoir besoin de gérer cette inclusion. Donc cet autoloader, on va le mettre dans le dossier inc et on va créer un nouveau fichier qu'on va appeler bootstrap. Alors pourquoi bootstrap? Ça veut dire que c'est un fichier qui va se charger de tout ce qui est chargement de notre application, donc tout ce qui est initialisation. C'est le seul fichier que je vais inclure maintenant dans tous mes prochains fichiers. Donc là, au lieu de faire un require once de functions, je fais un require once de bootstrap. Et je retire même le session start. Voilà, et après, je veux récupérer le premier utilisateur. Donc, si j'actualise, toujours le même problème. Donc pour créer un autoloader, il suffit d'utiliser la méthode SPL, en tout cas la fonction. D'ailleurs, je ne suis pas dans PHP. C'est SPL_autoload_register. Et on lui passe en paramètre la fonction à utiliser. Donc là, on va l'appeler mon autoloader ou my autoloader ou app_autoload. Bon, je ne suis pas très inspiré. Voilà, vous pouvez vraiment la nommer comme vous voulez, c'était le but de la démonstration. Et après, je crée cette fonction. Donc on est parti, function app_autoload. Cette fonction prend en paramètre la classe qui a essayé d'être chargée, et après, elle retournera le reste. Et ensuite, elle va se charger d'inclure le bon fichier. Si vous faites ici un die de classe, du coup, là, vu que j'ai retiré le function, je vais mettre un var dump plutôt. Voilà, c'est temporaire de toute façon.
Si j'actualise ma page, vous voyez qu'il me sort bien app. C'est-à-dire que je rentre bien dans cette fonction-là. Donc là, il suffit juste de lui dire, tu prends la classe et tu vas la charger dans ce fichier-là. Donc là, on fait un require de classe / le nom de ma classe .php. Vous voyez, rien de plus simple. Seulement ce code-là permet de résoudre notre problème. Et on voit qu'on récupère encore une fois l'utilisateur. Automatiquement, les classes seront chargées. Donc on verra après, c'est un petit peu plus compliqué que ça lorsqu'on a des namespaces, mais pour l'instant, ça nous suffit largement. Voilà, donc dès que j'ai besoin d'accéder à la base de données, je fais ça. Et après, dès que j'ai besoin de faire une requête, je fais ça. D'ailleurs, vu que cet objet-là nous renvoie une connexion à la base de données, vous pourriez écrire le code comme ceci. Après, c'est à vous de voir ce que vous estimez le plus complexe. Alors, on a quasiment fini, on a quand même un petit problème, c'est qu'à chaque fois que je fais appel à getDatabase, ça va prendre ce fichier-là et ça va initialiser une nouvelle connexion. Pas très pratique. Nous, ce que l'on aimerait bien, c'est conserver une connexion tout au long de notre application. Donc, ce que l'on peut faire, c'est créer une variable statique qu'on va appeler db et qui par défaut sera nulle. Lorsque je fais appel à getDatabase, plutôt que de directement retourner le résultat, je ferai un self db, donc ça me permet de modifier la variable statique, égale new database. Et ensuite, je fais un return de self db. Alors vous allez me dire, ok, ça change absolument rien, on fait quand même à chaque fois une initialisation. Sauf que maintenant, on peut mettre une condition en disant if différent de self db, ce qui est le cas effectivement quand db est nul au démarrage, dans ce cas-là, je n'initialise. Ce qui fait que maintenant, ce bout de code-là sera exécuté qu'une seule fois. Je vous le prouve, on va mettre echo la fonction, voilà, et echo initialisation. Et on va mettre plein de tirets histoire de les séparer. Bon, c'est dégueulasse, mais c'est juste pour la démonstration. Si je fais appel à app getDatabase plusieurs fois, et que j'actualise ma page, je vois que la fonction est appelée plein de fois. En revanche, l'initialisation ne se fait que la première fois. Donc la première fois, il initialise la base de données, et ensuite il le stocke dans la variable statique. Donc il le stocke dans app.db. Voilà, comme ça, on a un code propre et qui ne va pas trop bouffer en performance. Donc ce que je vous propose, c'est de changer un petit peu les fonctionnalités que l'on a écrites. Donc on vérifie, est-ce que des variables ont été postées? Si des variables étaient postées, on crée le tableau errors, on chargeait le fichier db.php, on n'a plus besoin de le faire. Et ensuite, on détectait les erreurs. Là, on utilise une requête préparée. Donc, on peut utiliser la connexion à la base de données. Vu que je vais en avoir besoin à plusieurs endroits, mieux vaut que je crée la variable à l'avance en faisant db égale app.get database. Ensuite, ici, je fais un coup de db. Je fais un coup de query. Je lui passe en premier paramètre la requête et en second paramètre le username qui aurait été posté. Comme ceci. Et ensuite, je fais un fetch. Et à cet endroit-là, je peux stocker l'utilisateur. Vous voyez quand même, c'est beaucoup plus pratique. De la même façon, on a la même problématique à cet endroit-là. Donc là, je fais la même chose. Sauf qu'on lui passera l'email en paramètre et dans la requête préparée, on cherchait l'utilisateur par email. Poum, j'ai économisé 2 lignes. Et là, ça va être la même chose. Donc je reprends toujours le même truc. Sauf que là, on a juste besoin de faire la requête préparée et de l'exécuter. On ne récupérait pas le résultat. Donc là, je peux utiliser mon objet db. Je peux ensuite faire un query. Je lui passe en premier paramètre la requête. Et ensuite, en second paramètre, je lui passe les options. Donc là, les options, c'est ce que l'on a dans ce tableau-là. Attention à l'ordre, c'est important. Du coup, cette fonction, il faudra l'exécuter quand on aura tous les paramètres. Donc c'est à cet endroit-là. Alors n'ayez pas peur, vous vous dites peut-être, attends, tu crées une ligne super longue. Pas grave, je vais aller sur plusieurs lignes pour les différents paramètres. D'ailleurs, il me souligne tout en rouge, c'est normal parce que lorsqu'il lit la signature de la fonction, c'est-à-dire les paramètres que prend la méthode plutôt, il se dit, bon ben là, tu as besoin d'un boolean, ce qui ne va pas du tout. Donc on peut générer la doc de PHP et lui dire qu'en second paramètre, on accepte aussi un tableau. Si on fait ça, l'IDE, vu qu'il essaie à tout prix d'analyser mon code, ça lui permet de se dire, ah non, un tableau, j'accepte aussi, donc c'est bon. Voilà pourquoi il souligne en rouge. Si vous utilisez un IDE, vous aurez sûrement ce problème-là. Du coup, à cet endroit-là, je n'ai pas besoin de stocker le résultat, mais par contre, j'ai une problématique, c'est qu'après, j'ai besoin du dernier ID qui a été inséré. Donc l'ID qui a été inséré, ce que je peux me faire, c'est créer une nouvelle fonction.
Donc je laisse ma variable en privé et je crée une nouvelle fonction public function que je vais appeler last insert id. Et cette fonction va faire appel à PDO et va ensuite appeler last insert id et retourner le résultat. Voilà, je préfère utiliser ça, comme ça évite de devoir accéder à PDO à l'intérieur de notre objet. Donc là, si je souhaite obtenir le dernier ID qui a été inséré, j'ai juste à faire db last insert id. Voilà. Et après, le reste continue à s'exécuter. J'inclus le header, j'ai différentes fonctions et je peux continuer à travailler. Donc je réactualise la page, je vois que j'ai bien la page d'inscription. Je remplis avec un pseudo qui est déjà utilisé, ici GraphicArt. Et lorsque j'actualise, on me dit bien le pseudo a déjà été pris. Donc mon système a bien été remplacé. Je n'ai pas changé les fonctionnalités, vous le voyez. J'ai juste réorganisé un petit peu mon code. Et ça donne un code qui est quand même beaucoup plus propre. Donc qu'est-ce que je peux améliorer en plus de cela? Si je regarde mon code, on a un code qui se répète assez souvent. On a tout un bloc qui est assez important. C'est toute la partie qui concerne la validation des données. Elle n'est pas très pratique. Donc là, ça pourrait être intéressant de créer une validation et de créer une classe pour valider les données. Donc cette classe, je vais l'appeler par exemple validator. Alors il faut réfléchir avant comment on peut la faire fonctionner. Donc comme tout le temps en algorithme, il y a plusieurs solutions pour arriver à résoudre notre problématique. Donc là, une solution que l'on peut prendre, c'est de se créer une classe qui prendra au niveau de son constructeur les variables qui ont été postées ou les variables à valider. Et ensuite, on appliquera différentes méthodes pour savoir si oui ou non elles sont valides. Selon moi, c'est l'approche qui me semble le plus naturel à ce moment-là. Donc l'idée, ça serait d'avoir un truc qui fonctionnerait comme ça. Validator égale new validator. Et on lui passerait un paramètre, par exemple, toutes les données postées. Et ensuite, on ferait validator validate, donc ce serait une méthode que l'on va créer, et on lui demanderait de valider, par exemple, le username, et on lui demanderait alphanumérique. Et on lui mettrait en troisième paramètre l'erreur à afficher, par exemple, hop. Alors hop là, si je ne mets pas les bons guillemets, c'est pas idéal. Comme ceci. Et ensuite, je pourrais appliquer différentes méthodes. Par exemple, faire validator alphanumérique. Ouais, on va l'écrire comme ça. Ça prendrait qu'est-ce que l'on veut en alphanumérique. Par exemple, on veut que username soit alphanumérique. Et on mettra en second paramètre le message d'erreur. Donc là, je copierai un truc comme ceci. Et je ferai ça avec plein d'autres règles. Et à la fin, je ferai validator is valide, par exemple, qui me retournerait true si c'est valide et false sinon. Et après, j'aurai par exemple validator get errors si je veux les erreurs. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça me semble plutôt pratique. Donc après, à vous de voir, ne vous sentez pas obligé. Si vous avez une idée complètement opposée à la mienne, prenez plutôt votre idée. L'idée, c'est vraiment d'avoir un code qui correspond à vos besoins. Moi, c'est ce qui me semble le plus simple à mettre en place, en tout cas, à ce moment-là. Donc, si je teste ce truc-là, donc là, on va juste remplacer les morceaux de code au fur et à mesure, et que je mets un die juste après. Si j'exécute, il va me dire ah ben non, la fonction, alors hop, je vais reposter les infos. La classe validator n'existe pas, donc je vais avoir besoin de la créer. Donc on est parti, je crée un nouveau fichier validator.php. À l'intérieur, je crée ma classe validator. Et je vais créer les différentes méthodes. Donc je vais laisser seulement ces deux fichiers ouverts et je vais modifier le fichier app.php pour retirer les échos que j'avais laissés. Donc je vais créer ma première méthode alphanumérique. Donc public function alphanumérique qui prend en premier paramètre le champ à valider et en second paramètre le error message. Attention, on a dit au niveau du constructeur, on va lui passer les paramètres, les données. Donc on crée une nouvelle méthode qui va s'appeler construct. Et à l'intérieur, on va lui demander un premier paramètre qui sera data. Et du coup, ces données, je vais avoir besoin d'y accéder ailleurs. Donc là, je vais créer une nouvelle propriété. Alors je vais la mettre en privé, comme d'habitude, private data. Et là, je ferai visData égale data. Impeccable. Donc alphanumérique va devoir vérifier si les informations sont correctes. Donc là, il nous suffit juste de recopier le code que l'on a écrit. Donc ici, c'est si la donnée est vide. Alors le empty, ça sert à rien vu que
là on met un plus, donc on a besoin au moins d'un caractère. Donc là c'est si c'est différent de breakmatch, alors ce n'est pas dans $post mais c'est dans $visData, donc visData, et le nom du champ ça sera field, c'est ce que l'on passera en paramètre ici. Donc là ça sera $field. Si ça ce n'est pas bon, donc c'est différent de breakmatch, on va stocker ça dans les erreurs. Ah, on est embêté, on ne peut pas accéder à une variable globale, donc on va créer une variable privée, errors. Et là, on dira, s'il y en a un problème, on fera vis errors, et on rajoutera pour l'index username, donc là, nous, ça sera field, l'erreur que l'on a. Et le message d'erreur, c'est celui-là. Impeccable. Donc là, j'ai plus qu'à faire un petit essai. Je fais ensuite un var_dump de validator. Et juste avant, je vais mettre un echo pré, histoire qu'il formate un petit peu le truc. Donc je réactualise. J'ai la variable data qui contient les différentes informations. Et j'ai ici errors qui ne contient pas d'erreur, parce que j'ai bien tapé graphicart. Si je lui demande de valider quelque chose qui n'existe pas, comme par exemple ça, et que j'actualise, je vois que je me retrouve bien avec une erreur. Alors il me dit aussi, ah, il y a un problème, cet index-là n'existe pas. Cet index-là, il faut avant que je vérifie s'il existe. Donc on peut rajouter une condition. If différent de is7, vis data de $field. Ou différent de breakmatch. Si une de ces deux conditions foire, dans ce cas-là, on a la problématique, ce qui nous évitera d'avoir cette petite erreur-là. Le problème, c'est que dans toutes nos règles, on va avoir besoin de vérifier si quelque chose existe ou pas. Donc pas très pratique de rajouter des différents de is7 partout. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va remplacer cet accès-là et plutôt créer une petite fonction que l'on va laisser dans notre validator. Donc on va la mettre en private, qu'on va appeler getField, qui prendra en paramètre le champ et qui nous retournera les résultats, qui globalement fera un return de visData de $field, exactement ce que j'ai écrit ici. Donc là, hop, je ferai un vis getField et je lui passe en paramètre le champ. Alors vous allez me dire, ok, ça ne change absolument rien, c'est comme si tu avais écrit ce code-là ici. Sauf que là, je peux rajouter une condition en disant que si ce truc n'existe pas, donc on fera if différent de is7 vis data de $field, dans ce cas-là, je return nul. Voilà, comme ça, le reste du script, là, plutôt que d'en avoir quelque chose qui n'est pas défini, aura une variable qui sera nulle et pourra la traiter différemment suivant les cas. Donc là, c'est un petit peu con, je vous l'avouerai, d'avoir appelé ça alphanumérique, sachant qu'on accepte les underscores. Mais c'est juste pour la démonstration. Vous pourriez créer d'autres méthodes. Si j'actualise, hop, je me retrouve bien avec l'erreur. Sans avoir l'erreur en disant, ah, non, cet index n'existe pas. Impeccable. Donc on a besoin de créer une autre règle de validation. Donc là, on est parti. On fera validator unique. Et on veut que le username soit unique. Alors, au niveau de cette fonction, on va avoir besoin de lui passer un petit peu plus de paramètres. On va avoir besoin de lui passer notamment dans quelle base de données on doit vérifier ça. Donc là, on va dire que c'est dans la base de données users. Et après, le message d'erreur, où le message d'erreur sera ce pseudo est déjà pris. D'ailleurs, je me dis que je risque de mélanger les différentes méthodes. Donc toutes les méthodes qui vont vérifier, on va les appeler is quelque chose. Is alpha, hop, is unique. Donc l'avantage, c'est que mieux vaut faire les changements maintenant et qu'une fois que vous aurez créé et modifié les fonctions partout. Donc là, on va la modifier. Celle-là, ça va s'appeler isAlpha. Et l'autre va s'appeler isUnique. IsUnique. Qui prendra en paramètre le champ, en second paramètre la table, et en troisième paramètre le message d'erreur. Error MSG. Donc là, hop, on a juste à prendre notre code ici. Et hop, on le duplique. Sauf que là, on a besoin d'accéder à la base de données. Donc, on a deux solutions. Soit on fait appel à app://get_database. Et ensuite, on fait notre requête. Là, à cet endroit-là, on remplacera par le nom de la table. Donc, ça sera table. Et ici, ça sera le nom du champ, field. Et là, on récupère en utilisant notre getField. Et on l'utilisera de manière globale partout. Hop. Voilà, ici je mets des doubles quotes histoire qu'ils ne s'en mêlent pas les pinceaux avec la variable table que j'ai mis à cet endroit-là. Et si jamais on a un utilisateur qui existe déjà, ou si jamais on a un enregistrement qui existe déjà, et oui, il faut renommer parce que cette fonction on va l'utiliser pour d'autres choses, dans ce cas-là, on stocke une erreur ici pour ce message-là.
Alors une autre solution que je préconiserais, le problème c'est que pour vous expliquer pourquoi c'est mieux, il faut que je vous explique des notions un petit peu plus avancées, mais de manière générale, il faut éviter au maximum que vous ayez des classes qui dépendent d'autres. C'est-à-dire que là, maintenant, cette classe validator, pour fonctionner, en tout cas pour que toutes ces méthodes fonctionnent, elle a besoin de cette classe-là. Pas très très pratique. Donc ce que l'on peut faire, et c'est ce que l'on préfère faire, c'est lui passer un paramètre, hop, une instance de la base de données, db, et ensuite on lui passe le nom de la table. Donc là, à cet endroit-là, je n'ai plus, plus besoin de faire appel à cette classe-là, mais je ferai un db query. En revanche, il faut effectivement qu'au niveau de mon code, je passe au niveau du validator la connexion à la base de données. Donc là, hop, je lui passerai la connexion à la base de données. Alors vous pouvez me dire pourquoi tu fais ça? Parce que si jamais je veux tester mon code ou je veux écrire autre chose ou lui envoyer une autre méthode parce que je n'utilise plus la base de données classique mais j'utilise par exemple une écriture de fichier, il me suffira de changer cette variable là et vu qu'elle sera injectée dans le code, elle ne posera pas de problème. Donc effectivement ça rajoute un paramètre supplémentaire, ça rajoute un petit peu de code à écrire. Quoique c'est relativement simple, vous le voyez, mais ça permet d'avoir des classes qui fonctionnent de manière la plus indépendante possible. Donc prenez cette habitude, évitez de rendre les classes dépendantes les unes des autres. Si jamais vous avez besoin d'une classe extérieure, pensez plutôt la demander en paramètre, c'est toujours mieux. Donc là on vérifie que le username est unique, du coup tout ça, hop, on n'en a plus besoin. Donc pareil, on va avoir besoin de valider l'email. Donc là, on a besoin d'une nouvelle règle, ça va être isEmail. On lui passe un paramètre email, on lui passera un second paramètre la petite erreur, votre email n'est pas valide. Hop. Et on mettra des doubles quotes pour éviter les problèmes. Donc cette règle n'existe pas, je vais juste copier cette partie-là, et on est parti. Je crée au niveau de ma méthode une nouvelle méthode publique, isEmail, qui prendra en paramètre le champ, en second paramètre le message d'erreur, et ensuite qui va faire tout mon petit bordel. Donc on va vérifier ça, et on fera if différent de filter varnilia. Dans ce cas-là, on stocke l'erreur. Donc l'avantage, c'est qu'on peut recopier le code. Donc là, hop, si j'ai besoin de cette information-là, j'utilise ma petite méthode getField, qui retournera nul si jamais on n'a pas d'enregistrement. Impeccable. Donc l'avantage, c'est que si jamais plus tard vous dites « Ah, j'ai besoin d'un filtre de validation d'email beaucoup plus poussé, des expressions régulières compliquées, j'ai juste ce code à changer. Je n'ai pas, pareil, à aller chercher dans tous mes fichiers. » Donc là, votre email n'est pas valide et on va pouvoir dupliquer la règle concernant la validation unique, l'unicité, et on dira cette fois-ci « Je veux que l'email soit unique. » Et ça sera « Cet email est déjà utilisé pour un autre compte. » Voilà, donc là, hop, je peux supprimer ce code-là. J'ai besoin que le mot de passe soit confirmé. Donc là, on va l'appeler isConfirmed. Vous voyez, bon là au début, on écrit un peu plus de code, mais au fur et à mesure, ça va simplifier. Ça sera sur le champ password, et c'est tout ce que l'on aura besoin de lui passer un paramètre. Et là, on lui demandera, vous devez rentrer un mot de passe valide. Donc on va, hop, copier cette ligne-là et on va la mettre dans notre validator. Public function isConfirmed, qui prendra en paramètre le champ et le message d'erreur. Donc là, on va laisser le empty parce qu'effectivement, un mot de passe vide, ça rentre dans les erreurs de confirmation. On ne peut pas confirmer quelque chose qui est vide. Donc là, on va mettre if empty de this getField de field. Voilà. Dans ce cas-là, j'aurai un problème. Et après, je vais avoir besoin de vérifier si les deux correspondent. Donc, this getField récupérera le password. Et si je veux le underscore confirm, je rajoute ici underscore confirm. Donc, hop. Donc, si les deux sont différents, dans ce cas-là, je rentre dans la condition d'erreur et je peux stocker ma petite erreur. Il me dit que j'ai un petit problème parce que je ne peux pas dans la fonction empty renvoyer des éléments. Donc ça marche sur certaines versions mais pas sur dans l'ancienne. Donc ce qu'on peut stocker c'est la valeur, value égale ça. Voilà. Et après tester sur value. Et là ça va fonctionner. Donc l'autre avantage c'est que ça permet d'éviter de répéter le code à deux endroits. Bon, c'est pas terrible mais c'est pour éviter les problèmes. Là vu que je vois que mon IDE passe au rouge, je préfère prévoir. Mais mieux vaut prévenir que guérir. Donc là on a vérifié la confirmation du mot de passe.
Et on entre maintenant dans la dernière phase où on veut vérifier si c'est valide. Donc là, on va mettre un var dump de validator et on va faire un var dump de validator is valid. Donc on crée la fonction public function is valid. Ce que je vais faire, c'est que errors, je vais dire que par défaut c'est un tableau vide. Voilà. Et je vais dire que ça retourne un empty de this errors. Donc si le tableau est vide, ça vaudra true. Du coup, le valide vaudra true. Si s'il y a des erreurs dans ce tableau-là, ben dans ce cas-là, ça retournera false. Et effectivement, mes données ne seront pas validées. Si je continue, on me dit le pseudo est déjà pris à cause de GraphicArt. On me dit votre email n'est pas valide. Effectivement, il est vide. Et je n'ai pas rempli un bon mot de passe. D'ailleurs, si on veut reproduire fidèlement ce qui avait été écrit dans notre code, on faisait la règle d'unicité seulement si cette règle-là, l'alphanumérique, n'était pas déjà validée. Donc là, vous pouvez quand même reproduire ça en faisant if validator is valid. Dans ce cas-là, vous rajoutez en plus cette condition-là, ce qui permet d'économiser une requête. Et la même chose pour l'email. If $validator is valid, hop, vous rajoutez cette condition-là. Vous économisez comme ça 2 requêtes SQL. Voilà. Et après, ben, je veux les erreurs. Donc là, on met la même chose. If empty de errors, qui sera remplacé par un if validator is valid. Donc si effectivement les données sont valides, on fait tout le bordel, qu'on réécrira un petit peu plus tard. Sinon, else, on va avoir besoin de stocker les erreurs. Parce que si vous vous souvenez, on faisait ensuite une petite boucle pour les afficher. Donc là, on fera un errors égale validator get errors. Voilà, donc là, hop, j'ai mis un underscore, je ne sais pas pourquoi. Et du coup, il va falloir que je crée cette fonction getErrors. Donc on est parti. Elle fera un coup de return de this errors, rien de plus simple. Alors certains d'entre vous vont me dire, mais attends, pourquoi tu ne fais pas tout simplement cette variable en public et ensuite ici, quand tu as besoin des erreurs, tu fais errors, comme ça. Alors c'est une pratique générale, on va éviter au maximum d'accéder aux propriétés à l'intérieur de nos classes. On mettra toujours des variables privées et si jamais on en a besoin depuis l'extérieur, on utilisera une méthode. L'avantage, c'est que si on a besoin de faire des traitements plus tard sur la récupération des variables, on aura ce que l'on appelle des getters et des setters qui permettront de faire les modifications. Donc on prendra de manière générale toujours cette approche-là, ce qui nous permettra une meilleure organisation du code. Donc si je réactualise ma page, vous voyez que maintenant, je me retrouve toujours avec le système d'erreurs et tout fonctionne correctement. Donc là, il nous reste ce petit morceau de code à réorganiser et à mettre dans un objet. Alors là, on peut réfléchir comment on va faire ça. Est-ce qu'on va plutôt créer une classe user qui représenterait un utilisateur ou plutôt une classe d'authentification? Moi ici, vu que c'est un petit peu vague, j'aurais plutôt tendance à créer une classe hot. Donc on va créer un nouveau fichier, hot.php. Donc à l'intérieur, on crée notre classe. Et on va créer une première méthode qui est la méthode register qui permettra de créer un nouvel utilisateur. Register, et on va réfléchir aux arguments dont on a besoin. Donc là, on a besoin, lorsqu'on sauvegarde et qu'on crée un nouvel utilisateur, de 3 informations, le username, le password et l'email. Donc on va reproduire ça au niveau des paramètres. Username, password et email. Alors certains d'entre vous vont me dire, ouais mais attends, qu'est-ce qui se passe si demain j'ai besoin d'un site différent et j'ai besoin de paramètres supplémentaires? Alors là, le but de cette vidéo, c'est juste de voir comment on peut remplacer du code par des objets. Après, si on souhaite avoir un code qui est réutilisable au maximum et qui est un petit peu plus modulable, il faudra utiliser des classes un petit peu plus conçues, qui gèrent plus de cas. Ce que je vous conseille, c'est de ne pas forcément tomber dans le travers, à se dire tout de suite, ah ben je vais gérer tous les cas possibles et inimaginables. Ça serait un mauvais réflexe, parce que vous allez passer beaucoup trop de temps. Le mieux, ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment ça, c'est vous l'écrivez quand vous avez avec vos besoins actuels, et plus tard, si vous avez envie de réutiliser la classe et que vous voyez que vous avez des modifications à faire, vous gérez les cas. Et au fur et à mesure, vous l'améliorez. N'essayez pas tout de suite de penser à une classe ultra générique. Votre but aujourd'hui, ce n'est pas de créer un framework que vous allez redistribuer. Non, c'est de créer un code qui permette d'aller un petit peu plus vite avec votre fonctionnement. Donc si vous savez que vous allez avoir besoin que de ces 3 arguments, ce n'est pas la peine d'aller gérer d'autres cas. Voilà, donc c'est un petit détail que je vous donne, mais c'est vrai que souvent on retrouve ce défaut-là à essayer de vouloir gérer 3000 cas et c'est pas forcément une bonne chose. Donc dans la partie register, on va y déplacer tout ce code-là, sauf la partie session qui selon moi
a trait au fonctionnement du site et pas forcément à la partie authentification. Donc là, hop, je déplace ce code-là. Donc d'abord, on hash le password en récupérant les données qui ont été postées. Ah, les données qui ont été postées, on n'en a plus besoin. On les a directement dans la variable password. Ensuite, j'utilise un token. Ah, là, je suis embêté parce que j'ai besoin de cette fonction string random. Cette fonction string random, on l'avait créée dans le fichier functions.php. Ah, là, c'est un petit peu embêtant. Donc, si on sait qu'on en a besoin que dans la classe hot, on pourrait créer une fonction random dans la classe hot qui générerait le token. Si on sait qu'on va en avoir besoin ailleurs, on peut se créer une classe donc qui a trait par exemple aux chaînes de caractères qu'on va appeler string.php. On va plutôt l'appeler str pour éviter les conflits, str.php. Et à l'intérieur, on y met notre fonction. Alors vous allez me dire, ok, mais ça change absolument rien, vu que la fonction tu veux la créer en statique, pour pouvoir l'appeler, vu qu'il n'y a pas besoin d'instancier, donc on va l'appeler string static function random. Et que, hop, je lui passe exactement les mêmes paramètres qu'ici. Vous dites peut-être, bah, attends, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu n'as pas laissé dans la fonction? Tout simplement parce que ça me permet de grouper toutes les fonctions qui ont attrait aux chaînes de caractères dans une classe, ce qui sera plus facile. Du coup, ça sera beaucoup plus facile par la suite de retrouver toutes les fonctions. Et ensuite, ça m'offre l'avantage de pouvoir profiter de l'autoloader. Donc, de ne charger cette classe-là que quand j'en ai besoin. Donc ici, je remplace par string, random. Hop, random. Voilà. Et du coup, au niveau de mes fonctions, je peux virer ça. Et vous allez vous dire aussi, ah, ben tu nous as pas dit au début là qu'il fallait éviter les dépendances. Oui, il faut les éviter, mais dans certains cas, si vous n'avez pas le choix, faut les laisser. Donc ensuite, on a besoin d'une connexion à la base de données. Et de manière générale, si on réfléchit, on va avoir besoin d'une connexion à la base de données à la connexion, on va avoir besoin d'une connexion à la base de données pour le rappel de mot de passe et pour plein de choses. Donc là, ce que l'on va faire, c'est que dans la partie register, lorsqu'on initialise l'authentification en faisant $hot égale new hot, on lui passera en bas en paramètre la connexion à la base de données. Du coup, je vais modifier le constructeur en faisant un coup de public function __ construct. Je lui passerai en paramètre la connexion à la base de données. Du coup, cette classe-là, c'est une classe qui aura trait à l'authentification par base de données, évidemment. Donc on aurait presque pu l'appeler database hot. Mais bon, peu importe. Là, vu que je ne travaille pas avec 10 types d'authentification, ça suffira largement. Et ici, j'initialise le champ en faisant vis db égale db. Et cette variable, je la mets en privé. Du coup, hop, dès que j'ai besoin de la connexion à la base de données, je fais un vis db query. Donc je fais la requête, je lui passe en second paramètre les informations. Donc là, username sera changé. Je lui passe le password et je lui passe l'email. Et ainsi que le token. Voilà, et le token, je le sauvegarde dans une variable vu que je vais avoir besoin de lui envoyer le lien de validation. Et après, je récupère les informations de la base de données. Donc la base de données, ça sera vis db last insert id pour récupérer le dernier id qui a été inséré. Ensuite, j'envoie le mail à l'email de l'utilisateur. Et ensuite, j'envoie l'email de l'utilisateur. Impeccable. Ouais, tout me semble correct. Donc là, au niveau de ma fonction register, j'ai plus qu'à faire hot register et je lui passe en paramètre le nom d'utilisateur, username, le mot de passe en clair, $_post password, et enfin, je lui passe, qu'est-ce qu'on avait dit? L'email, _post email. Et après, je fais le session flash et compagnie. Impeccable. Si ce n'est une dernière chose, la partie flash. Cette partie-là, je l'écrivais relativement à la main. Est-ce que je pourrais pas l'optimiser à travers une classe? Donc là, on est parti. Je vais créer une classe pour gérer la session. Donc je crée un nouveau fichier session.php. Donc on est parti. Classe session. Donc cette classe-là, lorsque l'on va la construire, elle fera un session start. Comme ça, on saura qu'on aura accès à la session. Donc public function _ construct session _ start. Et de la même façon, je vais créer une fonction publique setFlash qui permettra de définir un message flash. Au niveau de la fonction register, vous voyez qu'on avait besoin d'un paramètre qui est la clé et un second paramètre, le message. Donc là, on va l'appeler key message. Et on ne va pas se prendre la tête, on a juste à sortir le code que l'on avait écrit ici. Et en le remplaçant par on n'a pas accès à la session, donc on fera un session égale new session. Et ensuite, on fera un session get flash
et un session set flash et on récupérera les paramètres. Hop, success. Et le message, ça sera un truc de confirmation vous a été envoyé. Impeccable. Et après, je fais une redirection et je fais un exit. D'ailleurs, la redirection, je peux me dire, je vais créer une fonction. Donc cette fonction, je n'ai nulle part où la mettre. Donc si vous ne savez pas trop où les mettre, pour l'instant, on va la mettre dans la fonction app. C'est une fonction statique, function, qui va s'appeler redirect. Plus tard, vous pourrez séparer dans des classes. Dès que vous voyez que vos classes deviennent un peu grosses, vous séparez. Mais si ce n'est pas le cas au début, vous ne vous prenez pas la tête. Et on redirige vers login.php. Donc là, au niveau de mon app, j'ai juste à copier le code que j'ai écrit, sauf que là, ça sera le nom de la page. Donc là, hop, ça sera page. Et du coup, on met des doubles quotes pour pouvoir utiliser les variables. Et en paramètre, ça prendra la page vers laquelle on veut rediriger. Impeccable. Donc le session set flash, on a dit, hop, il fonctionne. On a dit qu'on allait recopier le code que l'on avait écrit, donc c'était ce truc-là. Donc en paramètre, il prendra la clé et en second paramètre, le message que l'on souhaite envoyer. Si on regarde le header, on voit qu'on faisait un i7, on vérifiait est-ce qu'il y en avait des messages flash et ensuite on les parcourait tous. Donc là, pareil, on va toujours rester dans cette classe-là, c'est toujours mieux. On va créer une fonction qui sera asFlashes. Est-ce que ça a des messages flash en mémoire? Cette fonction, elle fera un return, un return de i7 $_session flash. Ça veut dire, et si effectivement il y en a, ça retournera true, sinon ça retournera false. Et on va créer une nouvelle fonction, getFlashes, qui renverra tous les messages flash, qui fera un return de _session flash. Et après, qui le unsettera, en faisant unset de $_session flash. Ah, attention, le return ayant lieu, le reste du code ne s'exécutera pas. Donc là, on va sauvegarder ça dans une variable qu'on va appeler flash. Ensuite, on fait le unset et ensuite, on fait le return. Du coup, c'est très simple. Au niveau de mon header, j'ai besoin de la session. Donc là, je serais tenté de faire un new session. Mais attention, et c'est là que je rencontre un problème. Si je fais un new session ici et que dans ma fonction register, je fais un new session à cet endroit-là, ça veut dire que j'aurai deux fois le constructeur qui sera appelé. Donc deux fois le session start. Pas bon. Donc le principe, ça va être de reprendre ce que l'on avait écrit pour getDatabase, d'avoir une méthode statique qui permet d'initialiser. Sauf que je ne vais pas le mettre ici, dans app, mais je vais directement le mettre dans ma classe session. Pourquoi? Parce que mon constructeur n'a besoin d'aucun paramètre. Donc je ne peux pas avoir deux instances clairement différentes de la session. Donc là, c'est ce que l'on appelle le design pattern singleton. C'est-à-dire qu'on ne pourra avoir qu'une seule instance de cette classe-là. Donc pour faire fonctionner ce singleton-là, je crée une variable, une propriété statique que je vais appeler instance, qui sauvegardera l'instance de la session qui est déjà chargée. Et je vais créer aussi une fonction statique qui sera getInstance. Cette fonction statique, elle fera, alors hop là, j'écris n'importe quoi, c'était static function getInstance. Elle fera un return de new session. Attention, si je fais ça, ça retournera bien une nouvelle instance. Donc plutôt que faire ça, je vais sauvegarder dans la variable instance en faisant self :instance égale new session. Et ça, je ne le ferai que si self $instance est nul. Donc si ça c'est différent d'eux, dans ce cas-là, j'inclus et je charge ma session et après je return toujours l'instance qui est stockée. Donc vous allez être habitué, c'est vraiment toujours la même chose lorsqu'on a ce design pattern. On reconnaît vraiment le code, c'est la même chose. D'ailleurs, je pourrais mettre nul par défaut, mais ça met nul par défaut, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc maintenant, dès que j'ai besoin de la session, j'ai juste à faire un session :getInstance. Donc là, je peux économiser même une ligne en faisant session :getInstance, qui me renvoie une instance sur laquelle je peux faire ce que je veux. De la même façon, au niveau de mon header, hop, si on a des messages flash, donc là c'est if session :getInstance asFlashes, mais dans ce cas-là, hop, je parcours mes différents arguments. Voilà. Et après, je n'ai plus besoin de faire le unset parce que ma méthode se charge automatiquement de le faire. Donc on va refaire un petit essai. Je resoumets les informations en ne remplissant rien.
Ah, il me dit il y a un petit problème, ça a déjà commencé, c'est normal parce qu'au tout début de mon fichier header, j'avais mis ce petit bout de code pour éviter les problèmes par la suite. Et donc ça provoque effectivement des problèmes. Donc là, hop, si je réactualise et que je clique sur continuer, on me dit bien que mon pseudo est vide. Donc maintenant, je vais essayer de rentrer des informations correctes. Donc on va taper test, test@test.fr et test en mot de passe et un login. Je clique sur envoyer et là, je suis bien redirigé vers login et j'ai bien reçu mon mail de confirmation avec le token et tout ça. Ceci étant dit, vous voyez qu'il me dit qu'il y a un problème à la partie login. C'est normal parce que dans le fichier login, je n'ai pas encore fait de refactorisation. Je n'ai pas réorganisé mon code. Du coup, le problème que je rencontre, c'est qu'il n'y a pas l'autoloader en place. Donc pour remédier au problème temporairement, je fais un require ici de inc/bootstrap. Globalement, ce fichier, il faudra toujours le charger dans tous vos fichiers. Si je réactualise, hop, j'ai bien la partie login et j'ai bien un email de confirmation vous a été envoyé. J'ai toujours l'erreur de session start parce que dans mon bordel de code ici, il y a un session start quelque part. C'est pas dramatique. Donc je vais essayer de cliquer sur la partie confirmation. Donc avant de cliquer sur le lien de confirmation, on va réécrire le code, on va le réorganiser. Donc je ferme tous mes fichiers et on va ouvrir confirm.php et on va faire de la refactorisation. Donc je récupère l'ID, je récupère le token. J'ai besoin d'une connexion à la base de données. Donc de manière générale, j'ai besoin du bootstrap. Donc require inc/bootstrap.php. J'ai besoin d'accès à la base de données. Donc db égale app:/get database. Ensuite, ici, je fais ma requête préparée en faisant db query. Je lui passe en paramètre la requête et en second paramètre le user ID que j'ai récupéré depuis la requête. Impeccable. Je fais ensuite un fetch. Donc là, je fais $user et sur le résultat, je fais un fetch. Je démarre la session, ce que je n'aurais plus jamais besoin de faire. Et je vérifie est-ce que le token est valide. Donc si je réfléchis, beaucoup de cette logique-là a trait à la partie authentification. Donc là, je vais créer plutôt ce code-là dans la partie authentification. Donc on va faire un public function confirm qui permet de confirmer un compte. Ça prendra en paramètre le user_id et en second paramètre le token. Donc là, je change un petit peu mon code. J'ai quand même besoin de la connexion à la base de données. Et ensuite, je fais un $hot égale new hot. Je lui passe en paramètre la connexion à la base de données. Et ensuite, je ferai $hot confirme et je confirme le nom d'utilisateur, enfin l'id qui est $_get id. Et en second paramètre, je lui passe le token. Si jamais plus tard je veux changer le nom des variables, je n'aurai pas de problème parce que je les passe en paramètre. Et je vérifie ensuite, est-ce que c'est bon? Donc cette partie vérification là, je peux la mettre à cet endroit-là. Sauf que pour l'instant, je vais la laisser là pour garder le code en tête. Et je vais copier tout le code que j'ai écrit et le mettre dans ma fonction de confirmation. Et on va le réécrire. User ID et token, je les ai. La connexion à la base de données, c'est visdb. Donc là, je fais query puis fetch. Si j'ai un utilisateur et que le confirmation token est égal au token, dans ce cas-là, je vais update les informations. Donc là, ça sera visdb prépare. Donc là, ça sera carrément un query. Hein. Hop, et dans le query en second paramètre, je lui passe le user ID. Voilà. Cette requête, elle va se faire. Je fais le message flash. Ah, non, ça c'est pas logique. Je ne vais pas le faire à cet endroit-là. Et ici, je définis l'utilisateur en session. Donc là, pareil, je vais être un petit peu embêté comment j'ai accès à la session. Et la partie redirection n'a pas lieu d'être à cet endroit-là. Donc si je rentre dans cette condition, je return true. Ça veut dire que tout s'est bien passé, que la confirmation a bien eu lieu. Dans le cas contraire, ici, je return false. Ça veut dire que les tokens ne correspondent pas et que je n'ai pas d'utilisateur qui correspond à mes différents critères. Et dans ce cas-là, qu'il y a une erreur. Donc au niveau de ma fonction, ici, j'ai plus qu'à remplacer cette condition par un if hot confirme et les deux paramètres que j'ai envoyés ici. Donc c'est ce petit bout de code. Si l'utilisateur est confirmé, dans ce cas-là, je vais définir le message de succès parce que ça, c'est vraiment, selon moi, ça n'a pas d'intérêt, ça n'a pas lieu d'être dans la partie d'authentification. L'initialisation de l'utilisateur en session, donc on le basculera dans hot et là, on va mettre un redirect. Donc on fera un app:/redirect et on redirige vers account.php.
Cette partie get, plus besoin, plus besoin, plus besoin. Vous voyez, on a quand même économisé des lignes. Et ça, j'ai plus besoin. Et sinon, on redirige vers login.php. La partie flash, on s'embête pas. On récupère l'instance en faisant session get instance. Et on va lui dire, ah, ben, on veut un message de danger. Donc set flash danger. Et on mettra ce token n'est plus valide. Et on fait la même chose en haut. Hop, sauf que ce sera un message de succès. Donc là, on peut se poser une question, comment on va gérer la partie confirmation parce qu'on a besoin d'envoyer des informations à la session. Donc là, vous avez plusieurs solutions. Soit vous utilisez la session en faisant appel à votre objet, en faisant session get instance à cet endroit-là, au risque de rendre du coup vos deux classes dépendantes. Soit vous pouvez dire, bon, ben, dans le cas de la confirmation, j'ai besoin de lui envoyer la session. Donc moi, je vais plutôt partir sur cette optique-là. Donc là, je lui envoie en troisième paramètre l'instance de la session. Donc ça sera session get instance. Cette session-là, pour l'instant, n'a pas de méthode qui me permet d'écrire dedans. Donc je vais créer cette méthode-là. Ça sera session. On va l'appeler write et on écrit dans la session hot et on lui demande de stocker l'utilisateur. Du coup, hop, ici, je supprime ça. Cette classe n'existe pas, donc je vais aller la créer. Donc je vais aller dans l'objet session. Et on va créer une fonction write public function write qui prendra en paramètre la clé et en second paramètre la valeur à écrire. Ce qu'elle fera, c'est très simple, hein, elle fera un $_session, elle prendra en paramètre la clé et elle l'écrira. L'idée, c'est vraiment de basculer toute la logique à un seul endroit, dans une seule classe. Tout ce qui a trait à la session, ça ira là. Je n'aurai plus besoin et je ne devrai pas accéder à cette variable-là en dehors de cette classe-là. Comme ça m'évite d'avoir un code qui est bordélique. Et je sais toujours que lorsque je suis dans les méthodes de cette fonction-là, la session est démarrée. Donc, je suis serein. Donc, vu que j'ai créé une fonction pour écrire, je devine tout de suite que je vais avoir besoin d'une fonction pour lire. Donc, on va créer une fonction read qui prendra en paramètre la clé et qui retournera la valeur en faisant un return de $_session de key. Alors par contre, cette valeur parfois ne sera pas définie. Donc on fera quand même un i7. On fera un si c'est défini. Dans ce cas-là, je return cette valeur-là. Sinon, je return nul. Donc là, c'est une petite présentation en ternaire. Hein. Ça évite juste de mettre des if et des choses. Donc si vous êtes intéressé, vous tapez ternaire. Enfin, si vous ne savez pas déjà ce que c'est, vous tapez ternaire sur Google. Donc pour la partie confirmation, ici, je suis bon. J'ai confirmé le compte et je peux continuer. Donc je vais aller sélectionner mon lien. Hop, je confirme mon compte. Je suis redirigé vers la partie account.php et il me dit, la classe session n'a pas été trouvée parce que la partie mon compte ne fonctionne pas. Donc c'est parti, je vais modifier le fichier account.php. Donc de la même façon, je vais inclure le fichier tout en haut. Donc là, c'est Bootstrap. Et hop, on avait cette méthode locked_only où on vérifiait que l'utilisateur et seul l'utilisateur puisse s'y connecter. Ah, pour la partie de locked_only, je vais avoir besoin de bloquer l'utilisateur. Si on regarde au niveau de ma partie functions, je faisais ça, je démarrais la session et si j'avais pas de hot, je redirigeais. Donc là, je suis un petit peu embêté parce que ma classe hot, elle est dépendante de la base de données. Et cette fonction, typiquement, j'ai besoin que de la session. Et j'ai pas accès à la session à cet endroit-là. Donc, comment je peux faire ça? Ce qu'il faudrait faire, et je pense que ce serait le mieux, ça serait de virer la dépendance au niveau de la base de données et de l'inclure dès qu'on en a besoin. Donc, par exemple, j'en ai besoin au niveau de la fonction register et j'en ai besoin au niveau de la fonction confirme. Et virer tous les visDB pour les remplacer par des DB classiques. Donc là, on ferait un DB query et un DB, hop, le paramètre qui est passé en paramètre. Voilà, et comme ça, dans mon constructeur, je n'ai plus besoin de cette information-là. Et pareil, je n'ai plus besoin en haut de la variable privée. Donc je vais modifier ma partie confirme. Là, effectivement, elle ne fonctionne plus parce qu'au niveau du constructeur, je n'ai plus besoin de ça. Et je vais plutôt le passer au niveau de du paramètre comme ceci. De la même façon, dans la partie register, je vais devoir changer mon code pour lui dire de passer un premier paramètre, la connexion à la base de données. Alors vous vous dites peut-être pourquoi tu fais ça? Pourquoi finalement tu ne créerais pas que des fonctions statiques qui permettraient de faire des requêtes, vu qu'au niveau du constructeur tu n'as aucun paramètre, donc il n'y a aucune différence entre les différentes instances. Parce que plus tard je vais avoir besoin de mettre des variables de configuration. Par exemple, on peut imaginer qu'au niveau du constructeur, on peut lui passer un paramètre, l'URL de redirection,
ou des choses comme ça. Et si vous créez une chose en statique, ben vous allez devoir modifier. Vous ne pourrez plus avoir de constructeur. Le statique a cet inconvénient-là. Donc là, en ayant cette approche-là, vous gardez la possibilité d'avoir de la personnalisation par-dessus. Et c'est ce que l'on va faire au niveau de la partie account. Donc dans la partie account, on va lui dire, bon ben, on restreint les utilisateurs. Donc on fera un hot égale new hot. Et après, on fait un hot restrict. Donc qui permettra de restreindre les utilisateurs et de les renvoyer ailleurs si jamais on a un problème. Dans cette fonction restrict, on va créer la fonction tout de suite. On va reprendre le code de la partie loggedOnly, qui était donc dans le fichier functions.php. Donc on a besoin de démarrer la session, plus besoin vu qu'on a la classe session. Et du coup, au niveau de la partie restriction ici, ben on va lui dire, ah, mais non, là tu as besoin de la session en paramètres parce que je ne veux vraiment pas de dépendance. Donc dans la partie account, je lui injecte l'instance de la session. Et au niveau de la partie hot, ben, j'ai plus qu'à vérifier. Si jamais je lis les informations, donc if session read hot, donc là c'est différent d'eux. Dans ce cas-là, je redirige vers la partie login et je mets un message flash. Donc là, je ferai un session flash. Alors ce sera set flash plutôt, set flash danger et je lui passe en second paramètre le message flash. Et ensuite, je redirige vers la partie login.php et je quitte. Donc là, on va faire un petit essai. Si je vais sur account, on me dit mon compte a bien été validé. Bon, j'ai dû laisser un danger quelque part. Et j'accède bien à mon compte. Je vais me déconnecter et je vais essayer de me reconnecter. Et j'utilise ici account.php. Et si j'essaie, il me dit vous n'avez pas le droit d'accéder à cette page. Donc ma classe fonctionne correctement. Donc le problème, c'est qu'est-ce qui se passe si je veux réutiliser cette classe-là. Imaginons, j'ai un autre projet et dans mon autre projet, je veux changer ce message-là. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais dire dans le constructeur qu'on a des options qui sont sous forme d'un tableau. Je crée une variable privée qui sera les options, qui seront plutôt les options. Cette variable privée, je vais mettre les options par défaut. Par exemple, ici, ça sera vous n'avez pas le droit de... Ce sera le message d'erreur, donc on va mettre... restriction underscore msg, et ça sera ce message-là. On va mettre des doubles quotes. Lorsque j'initialise mon objet, je vais faire une fusion entre les options qui sont là par défaut et les options qui seront envoyées par en paramètre. Et du coup, ici, je ferai un this options égale array underscore merge et je fusionne le premier tableau, donc c'est le tableau des valeurs par défaut, avec le nouveau tableau. Celui qui est passé en paramètre. Donc là, par défaut, il est vide, ça ne fait rien. Lorsque j'ai besoin du message de restriction, plutôt que directement mettre le message, je pourrais mettre ici un this options et définir pour cette option-là et récupérer cette option-là. Donc je peux aussi me créer une fonction getOptions, j'obtiendrai le même résultat. Donc je vais refaire un essai, je vais aller sur la page account.php. Et je me retrouve avec vous n'avez pas le droit d'accéder à cette page. Si jamais, pour une raison X ou Y, j'ai envie de modifier ce comportement-là, dans la partie register, dans la partie account, lorsque j'initialise le composant d'authentification, ben je vais pouvoir lui passer un tableau de paramètres. Et ici, lol, tu es bloqué par exemple. Et comme ça, j'ai un objet qui est configurable et que je pourrai adapter suivant les projets. Si je vais sur la partie account.php encore une fois, je vois que j'ai maintenant ce nouveau message d'erreur. Donc vous pouvez vous dire, ok, c'est bien sympa, mais ça veut dire que dans toutes les pages où j'initialise hot, je vais avoir besoin de penser à passer tous les paramètres. Ce que vous pouvez faire, et c'est pour ça qu'on a créé notre classe app qui se charge en fait d'initialiser tous les objets chiants de notre système, faire un static function getHot, qui lui se chargerait d'initialiser hot avec les composants et les propriétés relous, en faisant ici un return new hot. Donc là, ça retournerait à chaque fois une nouvelle instance. Si vous voyez que vous n'avez pas besoin de plusieurs instances différentes, vous pouvez utiliser le même principe de getDatabase pour retourner toujours la même instance. Là, je m'en fous de retourner plusieurs fois une instance différente. Et maintenant, dès que j'ai besoin de l'authentification, je peux faire un $hot égale app de point getHot. Donc ce design pattern, celui de app, c'est ce qu'on appelle un factory. C'est-à-dire qu'on a une classe qui ne se charge que d'initialiser les autres classes. Pourquoi on a besoin de faire ça? Parce que comme on l'a vu, on a souvent des constructeurs qui sont un petit peu chiants et plutôt que de les
configurer à chaque fois, on va créer un factory qui va permettre d'initialiser les classes avec leurs différentes propriétés. Donc maintenant, j'ai ma nouvelle classe hot qui permet de gérer ça. Et maintenant qu'on a cette initialisation chiante, on pourrait se dire, bon ben j'initialise la session, je lui passe un premier paramètre, donc ça sera session, get instance. Voilà, comme ça, le composant d'authentification, je vais lui balancer la session en paramètre. Et là, j'ai plus qu'à faire un $vis session égale $session, le paramètre. Et hop, je le mets en variable privée tout en haut, private session. Je fais ça pour ne plus avoir besoin, partout où j'en ai besoin, de lui passer la session. Donc là, hop, plus besoin de ce paramètre-là. Je peux faire un coup de vis session. Et pareil, plus besoin à cet endroit-là, je peux faire un coup de vis session. Voilà, c'est quand même plus pratique, non? Donc au niveau de la partie account, hop, tout en haut, je n'ai plus besoin de lui passer la session. Enfin, l'instance de la session, vu que j'utilise l'initialisateur qui se charge de tout. Donc là, je peux même faire un app get hot restrict. Et je vais faire le changement sur la page de confirmation et de description. À chaque fois que j'ai initialisé hot, je ne vais pas me prendre la tête. Est-ce que j'avais besoin d'autres endroits? Non. Donc là, je vais faire un app.get hot. Voilà. Et dans la partie confirmation, j'ai besoin de l'hot ici et nulle part ailleurs. Donc pas de problème. app.get hot. Voilà. Et il continue à me dire, ah, ça me va pas, hein. C'est normal parce que, hop, je n'ai plus besoin de ce paramètre-là. C'est très important. Ça va se gérer automatiquement. Donc je vais sur la partie account.php. Et vous voyez qu'il me dit, lol, tu es bloqué. Donc je peux changer en modifiant mon fichier app.php qui servira en fait de configuration cette information-là. Donc comme je vous l'ai dit, idéalement, il faudrait paramétrer plein de choses. Par exemple, ça serait intéressant de changer l'URL de redirection. Mais là, on va pas le faire parce qu'on n'a pas besoin pour le moment. Ça sert à rien de faire prévoir 200 options pour notre premier site. Pour le second, par contre, il faudra faire les modifications. Donc maintenant, je me suis déconnecté. Je vais avoir besoin de me reconnecter. Donc je vais modifier le fichier login et on va adapter avec notre code. Donc login.php, on charge le fichier bootstrap. On demandait la reconnexion depuis le cookie. Donc là, on va faire un $hot égale app.get hot. Et ça, on va le bouger dans le cookie en faisant un hot, reconnect, ou connect from cookie. Donc cette fonction, on va la bouger dans la classe hot. Donc on est parti, on va prendre notre classe hot, on va faire une nouvelle fonction publique. Donc pour le coup, pour les cookies, j'aurais tendance à vous dire de faire la même chose que session, créer une classe pour les gérer. Là, ça serait beaucoup trop long de commencer à créer des classes un petit peu pour tous les cas. Donc, on va juste se contenter de ce code-là. Oh putain, il y a beaucoup de code. Alors, on n'a plus besoin de faire le session start. On vérifie si on a un cookie et si on n'a pas la session. Donc là, on va vérifier si ça n'existe pas. D'ailleurs, c'est un petit peu compliqué. Donc nous, on va plutôt créer une nouvelle fonction pour tester si l'utilisateur est connecté. Public function. Ouais, on va l'appeler user à la limite. Ça, c'est une fonction qui retournerait l'utilisateur en cours. Et si jamais ça, ce n'est pas défini, donc if, hop, cette condition-là, dans ce cas-là, on fait un return false. Sinon, on fait un return de cette information-là. Donc si la session... Ouais, ok, c'est bon. Donc si on n'a pas de cookie, si on a le cookie remember et l'utilisateur n'est pas connecté, donc ça sera if différent de this user. Dans ce cas-là, on inclut db, plus besoin. On récupère le token on récupère le token qui permettait de se souvenir du mot de passe. Ensuite, on fait une connexion à la base de données. Ah, donc là, on va avoir besoin d'une connexion à la base de données. Donc au niveau de la partie login, hop, j'injecte une instance de database. Donc vu que je vais en avoir besoin à plein d'endroits, je fais db égale app.get database. Et je l'injecte au niveau de cette fonction-là. Donc là, hop, je l'injecte ici et je peux continuer. Donc on fait en fait une requête préparée. Donc ça va être db, query, et je lui passe un second paramètre, ce qui me permet d'économiser une ligne au passage, même 3, hop, enfin 2 lignes plutôt, et après je fais un fetch.
Si j'ai un utilisateur, donc là, hop, c'est cette variable-là qui maintenant est l'utilisateur. Si j'ai un utilisateur, je vérifie ce que j'attendais. Impeccable. Si ça correspond, je démarre la session et j'écris le hot. Donc là, on n'a pas besoin de faire ça. On va créer plutôt une fonction connect. Donc on va l'appeler this connect qui prendra en paramètre l'utilisateur à connecter. Et après, ça redéfinit le cookie. Sinon, ça l'annule. Donc là, il nous reste juste à créer cette fonction connect. Public function connect qui prend en paramètre l'utilisateur et qui fera un $_session. Ah, non, on utilise l'objet, this session, et qui écrira pour la clé hot l'utilisateur en cours. Voilà. Donc là, on a fait le code de reconnexion. Donc si jamais l'utilisateur est connecté, on le redirige vers son compte. Donc là, on a juste à remplacer par le if hot user. Ça veut dire que l'utilisateur est connecté. Dans ce cas-là, on fait un redirect. Donc c'est app redirect. Et on le redirige vers la page account.php. Vous voyez que le code se simplifie quand même quand on le relit. Et ensuite, à cet endroit-là, on a le code de reconnexion. C'est le code où on teste si le login et le mot de passe correspondent, on essaie de reconnecter l'utilisateur. Donc là, ça a plutôt intérêt à être déplacé dans la partie login. Parce que c'est cette partie-là, dans la partie authentification, parce que ça a trait à l'authentification. Donc là, je vais replier toutes les fonctions, parce que sinon ça va me donner beaucoup de code. Et on va créer une fonction publique, function, qu'on va appeler login, qui prendra en paramètre le username, en second paramètre le mot de passe, et un troisième paramètre, le remember, qui par défaut sera à false. Est-ce qu'on veut, oui ou non, se souvenir de l'utilisateur? Ce que je vais faire, c'est que je vais du coup bouger tout ce code-là. Hop. Si ce n'est cette partie-là. Cette partie-là, je pense qu'elle a quand même toujours sa place à cet endroit-là. Donc on va la laisser. Hop. Donc si nos données ont été postées, dans ce cas-là, je vais essayer de connecter l'utilisateur. Donc là, on fera un $user égale hot login. Et on lui passera en paramètre le username. Donc ça sera $post username. Et on lui passera en second paramètre le mot de passe post password. Et on lui passera en troisième paramètre la valeur de remember. Et après, on va dire si l'utilisateur est connecté, on fera le reste. D'ailleurs, hop. Le reste, c'était ça et ça. Donc là, hop, je le remets à cet endroit-là. Et ça, je le remets à cet endroit-là. Parce que ça n'a pas lieu d'être dans la partie authentification. Alors, pour la partie authentification, on fait une requête préparée. Donc là, on a besoin de connecter l'utilisateur à la base de données. Enfin, on a besoin de se connecter à la base de données. Donc on enverra en paramètre supplémentaire la connexion à la base de données. Donc ici, on va l'appeler DB. Donc ensuite, on fait un DB, on fait un query, on fait une requête préparée en récupérant toutes les informations. On lui envoie en second paramètre les paramètres. Et vu que je veux récupérer qu'un seul enregistrement, je fais un petit coup de fetch. Ensuite, je récupère les informations dans cette variable que je vais appeler user. Donc ici, je vérifie si le mot de passe qui m'est envoyé, donc c'est celui que j'ai en paramètre là-haut, il correspond à celui que je récupère depuis la base de données. D'ailleurs, les if là ne servent à rien. Hop là, c'est celui-là. Je détabule tout d'un cran. Dans ce cas-là, je connecte l'utilisateur. Donc là, j'ai créé une méthode tout à l'heure, c'était connect, et je lui passe en paramètre l'utilisateur. Le message flash, on a dit que ça n'a pas lieu d'être. Si jamais on a un remember, donc c'est if remember. Dans ce cas-là, on crée un token aléatoire en utilisant la fonction random que l'on avait écrite. Et ensuite, on fait une requête préparée. Donc là, ça va être un db query. Et on l'exécute en lui passant en paramètre le tableau de paramètres. Impeccable. Et ensuite, on définit dans le cookie la partie token. Donc, après, à vous de voir, si vous estimez que cette fonction commence à être un petit peu longue, on va pouvoir créer une autre fonction, public function remember. Cette fonction, elle se chargera juste de ça. Hop. Et du coup, elle prendra en paramètre la connexion à la base de données. Et à cet endroit-là, hop, je fais un coup de this remember. Et je lui passe en paramètre le nom. Alors pourquoi je fais ça? Parce que si jamais je cherche un bug, je sais que j'ai un bug avec le cookie, je ne vais pas forcément me prendre la tête. Je saurai que ça vient de là. Et d'ailleurs, je vois que ça a besoin de user ID ici.
Et est-ce que ça a besoin d'autres informations? Non. Donc là, je lui passe en second paramètre le user ID. Voilà, et je le change à cet endroit-là et à cet endroit-là. Donc après, c'est une question de séparation. On évite en général au maximum de se retrouver avec des fonctions qui sont super grosses. Et le dernier truc qui me manque, c'est au niveau des paramètres ici, on va lui demander ici le username. Username. Et pareil, je vois que des lignes sont soulignées en rouge. Ici, on a un problème, c'est user ID. Voilà. Impeccable. Donc on va essayer de réactualiser la page. J'essaie de me connecter avec GraphiCart et je crois que c'était 456. Donc je vais taper n'importe quoi pour l'instant. Je clique sur se connecter. On me dit identifiant ou mot de passe est incorrect. Ah, j'ai un problème à la ligne. On me dit remember n'existe pas. Donc c'était à la ligne 10. Effectivement, dans le cas où ce n'est pas coché, la donnée n'est pas envoyée. Donc, ce qui est un petit peu gênant. Donc là, on renverra plutôt un i7 de post remember. Si c'est défini, ça veut dire que ça a été coché. Ça évitera ce petit problème-là. Et si j'actualise, je ne l'ai plus. Maintenant, lorsque je vais me connecter, donc l'utilisateur ici, il faut bien que je fasse gaffe à ce que retourne cette fonction-là. Donc la fonction login, si jamais tout a fonctionné correctement, je fais un return de user. Je retourne l'utilisateur en cours. Si jamais on a eu un problème, je return false. Et d'ailleurs, ici, hop, je garde le message à cet endroit-là. Donc là, je ferai un return false. Au niveau de ma partie login, je vais mettre, si j'ai un utilisateur, dans ce cas-là, je vais mettre un message flash en faisant... Alors là, pareil, je vais en avoir besoin à plein d'endroits. D'ailleurs, j'ai besoin... Ouais, on va juste charger la session juste avant cet endroit-là. Session égale session .getInstance. Comme ça, après, je peux l'utiliser. Donc là, je fais session set flash. Donc là, ça va être un flash de succès. Ça sera, vous êtes maintenant connecté, hein, bravo. Sinon, hop, et après je redirige l'utilisateur vers la partie mon compte, app redirect account.php. Sinon, hop, je fais un set flash, sauf que ça sera un flash de danger qui dira qu'il y a eu un problème. Vous voyez quand même, le code est beaucoup plus lisible, en tout cas à mon goût. Et après j'inclus le header, je fais tout le bordel et ainsi de suite. Donc je réactualise la page en soumettant des informations incorrectes. Je vais maintenant taper GraphiCart et 456. Je vais cliquer sur se connecter et automatiquement ça fonctionne correctement. Impeccable. Donc on va passer sur la dernière chose, c'est la partie rappel du mot de passe. Donc je me déconnecte et la partie déconnexion. Donc la partie déconnexion d'ailleurs va être plutôt simple. La partie logout.php. On prend tout ce code là jusqu'à là. Ouais. On fera un require de inc/bootstrap.php. Ça c'est nécessaire hein, parce qu'on a besoin de l'autoloader et tout le bordel. On fera un hot alors c'est app.get_hot et on va appeler cette fonction logout très sobrement. Et après on fera un app et après on fera un session .getInstance set flash et on mettra pour la clé success. Vous êtes maintenant déconnecté. Et de la même façon, on fera un petit coup de redirect. Donc là, on utilisera la fonction dans notre classe app. Et on redirige vers le fichier login.php. Impeccable. Voilà, donc là, je clique sur... je vais me reconnecter pour retester cette fonctionnalité-là. 456. Voilà, se déconnecter. Et on me dit, ah, problème, cette fonction logout n'existe pas. Je suis allé plus vite que la musique. Hop, on va la créer. Public function logout. Et cette fonction, elle fera tout le bordel que j'avais dans le fichier. Hop. Alors, elle fait un session start, plus besoin. Et elle fait surtout un unset de ça. Alors là, pareil, hein, on avait dit, attention, dès qu'il faut interagir avec la session, on utilise plutôt l'objet. Donc là, on fera session. Et on va l'appeler destroy ou delete. Delete. Et on deletera la clé hot. Donc ce bout de code là. Alors attention, c'est pas session, mais ça sera this session. Vu que j'accède à la propriété à la variable d'instance. Donc je vais avoir besoin de modifier ma classe session et de créer la possibilité de supprimer une clé. Public, function, delete et prendre en paramètre la clé. Et ça fera un unset de $_session et ça prendra la clé en paramètre. Voilà.
Je réactualise la page et je suis maintenant déconnecté. Je vais cliquer sur l'option mot de passe oublié et on va pouvoir réécrire cette dernière page-là. Donc c'était dans la partie Forget. Donc on va inclure le fichier qui s'appelle bootstrap.php. Et tout ce morceau de code là, je vais le supprimer pour aller le mettre dans la classe hot. Et donc là, on va l'appeler public function reset ou send. Je sais pas trop comment l'appeler, on va l'appeler reset password. Reset password. Donc cette fonction, elle va avoir besoin de la connexion à la base de données. Donc dans la partie forget, je fais un coup de $db égale app.get database. Et je fais un hot égale app.get hot. Et je ferai un hot reset. Et je lui passerai un paramètre db. Je vais aussi avoir besoin de lui passer l'email pour qui on veut reset. Donc ce sera $_post email. Au niveau de la partie hot ici, je lui passe en premier paramètre la connexion à la base de données et en second paramètre l'email. Je verrai si j'ai besoin d'autre chose un petit peu plus tard. Donc ce que je vais faire, c'est que je fais une requête préparée. Donc là, j'ai juste à faire un query auquel j'ajoute en second paramètre les propriétés. Donc là, moi, ce sera un tableau qui contiendra seulement l'email. Et ensuite, je fais un fetch. Alors certains d'entre vous vont peut-être se dire, mais attends, pourquoi tu n'as pas créé finalement une méthode fetch ici et que ça résolvait les problèmes? Parce qu'au final, c'est pas si long que ça de rajouter fetch à la fin. Et là, je sais qu'à la fin de cette fonction-là, j'ai un PDO statement sur lequel je peux faire ce que je veux. Donc, j'ai pas jugé nécessaire de le faire. Mais si vous vous dites, ah ben moi je préférerais faire comme ça, ne vous dites pas, je suis un tuto, donc je fais exactement comme lui. Hein. Non, non, surtout pas. Adaptez vraiment à votre situation. Donc là, je récupère l'utilisateur, je fais un select everything. Si j'ai un utilisateur qui correspond, je démarre la session, je n'ai plus besoin de le faire. Je génère un token aléatoire. Donc là, je vais faire un string random. Je génère 60 caractères aléatoires. Je fais ensuite une requête préparée. Donc là, ça va être $db query, sur laquelle je lui passe en paramètre le token et l'id de l'utilisateur. Donc ça ne change pas. Donc c'est juste un update, je n'ai pas besoin de faire un fetch. Je fais ensuite un flash, j'envoie... Alors le flash n'a pas lieu d'être ici, et le redirect n'a pas lieu d'être non plus. Donc là, je garde le flash en mémoire et je supprime ça. Si jamais on a eu d'autres erreurs, on avait un message flash, donc ça pareil, ce n'est pas nécessaire de le mettre ici, ça sera plutôt dans la partie en dehors. Donc là, si tout s'est bien passé, je return l'utilisateur en faisant un return user. Sinon, et d'ailleurs il n'y a même pas besoin de rentrer dans le sinon, je fais un return false. Voilà, donc maintenant je vais pouvoir alléger mon code côté front ici. Je demande si jamais ça a bien reset. Je vais mettre un message flash, sinon ça mettra autre chose. Donc si jamais ça a bien fonctionné, donc ça retournera user qui est un objet, donc c'est comme si ça retournait true. On fera un session set flash. On mettra en clé le success et on mettra les instructions vous ont bien été envoyées par email. Et ensuite, on fera une redirection vers la page login.php. Cette variable session n'existe pas, donc je vais aller la charger en faisant un $session égale à session.getInstance. De la même façon, si jamais j'ai une erreur, je vais mettre un message de danger et je laisse le reste du script s'exécuter. Donc ça se fera un $session set flash. En clé, je mettrai danger et en valeur, je mettrai aucun code ne correspond à cette adresse. Je vais faire un petit essai, je réactualise la page. Je essaie de me souvenir de l'email associé à contact@graphicart.fr et ici, il ne me trouve pas la fonction reset parce que je crois que je l'avais appelé reset password. Donc là, je réactualise la page une fois. Ça mouline un petit peu. Les instructions de rappel de mot de passe, j'ai écrit ça n'importe comment, c'est pas bien grave. Et ici, j'ai mon email. Donc je vais aller modifier le fichier reset.php et on aura fini avec ce tutoriel. Donc si jamais j'ai des informations qui ont été passées en get, je fais tout ce bordel-là. Donc là, de la même façon, on va glisser ça dans l'authentification. Donc là, on a un petit bout de code qui vérifiait est-ce que le token, enfin ces deux informations sont valables. Donc là, pareil, on pourrait
checker ça dans la partie hot en faisant une nouvelle fonction, public function test ou reset token is valid. Ouais. Check reset token. Ça me semble plus logique. Donc ça prendra trois paramètres. Le premier, c'est la base de données, la connexion à la base de données. Le second paramètre, c'est le user ID. Et le troisième paramètre, ça sera le token. Donc au niveau de la partie reset, je vais copier tout ce code-là. Hop, hop, hop. Je n'ai pas besoin d'inclure DB, je n'ai pas besoin d'inclure function. Je fais une requête préparée en utilisant l'objet DB, en faisant un DB query. Je sélectionne et ensuite je l'exécute. Donc ici, je vais avoir besoin de changer les paramètres. Le premier paramètre, ça sera le user ID que je récupère directement par rapport aux paramètres de ma fonction. Et le second, ça sera token. Donc ça va me retourner le résultat que je vais pouvoir ensuite avoir en faisant un fetch. Ça me renvoie l'utilisateur. Donc je fais $user égale ça. Ou même, j'ai même pas à me prendre la tête, je peux directement retourner le résultat de cette requête. Donc là, je remplace tout ce bout de code par un $hot égale app.get hot. Si jamais le hot check reset token est valide, dans ce cas-là, je fais le reste. Alors dans le reste, j'ai besoin d'accéder... Est-ce que j'ai besoin d'accéder à des propriétés de l'utilisateur? Ouais, j'avais besoin de sélectionner l'utilisateur. Donc là, je fais faire plutôt user égale $hot check user check reset token et je lui passerai un paramètre, donc la connexion à la base de données. Donc là, hop, je vais avoir besoin de la créer juste avant. db égale app.get database. Je lui passe en second paramètre l'ID de l'utilisateur, ça sera getID, et un troisième paramètre le token, getToken. Si jamais le reset token est valide, donc if user, dans ce cas-là, je vais pouvoir continuer. Sinon, je fais un session start, je mets un message d'erreur, et du coup, là, c'est toujours la même chose. Hein. Donc je démarre la session, donc pour cela, je fais un $session égale, d'ailleurs, vu qu'il n'y a qu'une seule ligne, hein, je fais un session .getInstance, et sur cette instance, je fais un setFlash. Au niveau de la clé, je mets error, et au niveau de la valeur, je vais mettre ce token n'est pas valide. Et après, je peux rediriger l'utilisateur en faisant un app:/redirect, et au niveau de la redirection, je vais mettre une redirection vers login.php. Si jamais ces informations-là ne sont pas valables, je vais directement mettre une redirection vers login.php. Donc là, j'ai vérifié si le token a été valide. Je vérifie si le password correspond. Donc là, pareil, j'ai pas besoin de me prendre la tête. J'ai qu'à utiliser ma classe validator en faisant validator égale new validator. Je lui passe en paramètre les données qui ont été postées. Et on va mettre et ensuite, je valide en faisant un validator is confirmed le password. Si le password est confirmé, je vais pouvoir continuer en faisant un if validator is valid. Voilà, j'économise un petit peu. Alors là, il me dit qu'il y a un petit problème. Donc là, il me souligne ça en rouge parce qu'il me dit non, mais attends, cette fonction is confirmed, elle atteint un deuxième paramètre qui est le message d'erreur. Donc ce que l'on peut faire, c'est se dire par défaut, les messages d'erreur sont vides. Comme ça m'évite de devoir préciser le truc. Ou même mettre un message d'erreur par défaut. Quoi. À vous de voir. Donc ensuite, si c'est valide, je hash le mot de passe en utilisant la méthode. Donc cette méthode de hachage, ce qu'on peut faire pour éviter les problèmes, parce que si jamais vous avez envie de la changer, vous l'utilisez dans la partie, il faut que ça corresponde. Donc ce que vous pouvez faire, c'est créer une fonction publique, et vous l'appelez hash password. Cette fonction prendra un paramètre, le mot de passe, et ensuite elle retournera la version hachée en faisant un petit return de ce truc-là. L'avantage, c'est que si de jour au lendemain vous vous dites je change la méthode de hachage, vous n'aurez qu'une seule fonction où elle sera définie. Et du coup, à cet endroit-là, j'ai juste à faire un vis hash password. Donc au niveau de ma fonction de reset, lorsque j'ai besoin de resetter le password et que j'ai besoin de le hasher, je vais faire un vis
Alors c'est pas vis, attention, c'est un hot hash password. Et je hash le mot de passe qui a été passé en paramètre. Donc là, c'est $_post password. Ensuite, je fais la requête préparée. Donc là, je peux carrément utiliser ma connexion à la base de données que j'ai en haut en faisant un DB query. Alors, je ne mets pas ça dans la partie authentification parce que selon moi, ça n'a pas forcément de sens. Ça a trait, c'est juste un update, ça n'est pas lié à l'authentification, la modification du mot de passe. D'ailleurs, je me dis ici que j'ai fait une grosse bourde au moment où j'ai enregistré la vidéo précédente. J'ai oublié de mettre un where id égale et de lui passer en second paramètre l'idée de l'utilisateur. Donc ça, c'est pas terrible. Donc là, on va remédier à ce problème-là en lui passant en second paramètre l'idée de l'utilisateur. Ensuite, je fais un session start, j'envoie un message flash. Donc là, je ne vais pas me prendre la tête, je vais recopier ce code-là. Hop. Donc en premier, on va faire un flash en disant tout s'est bien passé. Hop. Ce sera un message de succès. Et ensuite, on connecte l'utilisateur. Donc on connecte l'utilisateur, on n'a plus besoin de faire ça. Mais on peut faire un hot connect et on lui passera en paramètre l'utilisateur. Hop, utilisateur que l'on récupère avec le check via check reset token. D'ailleurs, le nom de la fonction n'est pas terrible. Hein, ça, il faudrait plutôt l'appeler get user from user token. Bref. Bref. Bon, après, on n'aura jamais, j'ai jamais fini. Hein. Si à chaque fois que je veux renommer, je m'écoute, on finit toujours par changer d'avis. Donc là, après, je redirige vers la page account.php. Donc on va faire un petit essai. Je vais aller sur la page de reset. Hop, il me dit, ah, je trouve pas la classe app, sûrement parce que j'ai oublié de charger le fichier principal, qui est le fichier bootstrap.php. Hop, je réactualise. Et il me dit bien réinitialiser mon mot de passe. Si je tape un token qui est erroné quelque part, ah, ça n'a pas bien fonctionné. Impeccable. Si ce n'est que j'ai pas eu de message d'erreur. Ouais. Ici, j'ai mis error, c'est danger. Voilà, donc je refais une petite actualisation. Je mets 1, 2, 3, 4 au niveau du mot de passe et au niveau de la confirmation. Et lorsque j'ai réinitialisé, il m'a dit que ça a bien fonctionné. Si je tape maintenant GraphiCart et 1, 2, 1, 2, 3, 4, ça fonctionne correctement. Donc voilà, on a terminé avec la première refactorisation. Alors, le principal problème lorsque l'on décide de réécrire du code, c'est que si jamais on s'écoute, on n'a jamais fini. Hein. On a toujours de nouveaux objets où on pourrait toujours réécrire. Là, mon but, c'était vraiment de vous montrer les premiers objets. Pas forcément de vous montrer comment moi je l'aurais fait, parce que si moi je l'avais eu à le faire, j'aurais plutôt utilisé une structure un petit peu plus complexe. Et surtout, beaucoup plus d'objets. Ceci étant dit, quelques pistes si jamais vous souhaitez aller plus loin. Il serait intéressant de créer une classe qui permette de représenter un utilisateur. Classe sur laquelle on aurait différentes méthodes, comme par exemple send instruction ou update password ou autre. Donc ça permettrait de séparer un petit peu de la logique, alors que là on a quand même une classe hôte qui devient un petit peu volumineuse. On pourrait aussi avoir d'autres classes, comme notamment une classe permettant de gérer la requête et de savoir si, est-ce que des données ont été postées, est-ce que j'ai cette information-là et cette information-là. Donc ça pourrait être intéressant de l'avoir. On pourrait par exemple avoir cette partie-là, faire if request is, par exemple, is post, pour savoir si ça a été posté. Après, par exemple, pour vérifier ces deux paramètres, on pourrait faire if $request as id et token. Alors vous pourriez passer ça sous forme de tableau. Là, on peut imaginer plein de choses pour améliorer le code. Le but, c'est d'avoir un maximum d'objets pour regrouper les fonctions que l'on a écrites et éviter de se répéter. Parce que là, ce genre de code-là n'est pas forcément très lisible. Donc après, c'est vraiment à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Donc ce que je vous conseille, c'est de commencer un petit peu comme ça à utiliser les objets, à essayer de vous faire une petite organisation pour aller plus vite. Donc l'avantage, vous voyez, c'est que si j'ai un autre projet où j'ai besoin d'utiliser l'authentification, je vais pouvoir directement récupérer ce fichier et le réutiliser dans mes différentes classes. L'avantage, c'est que je vais pouvoir le modifier par exemple avec le système de variables de configuration comme je l'ai fait ici et l'adapter suivant mes différents projets. Après, lorsque vous allez commencer à avancer un petit peu plus, vous allez arriver à une limite. Vous allez vous dire, bon, j'ai jamais fini, hein, à force de créer des objets, mon code, ça va me prendre des années pour arriver à quelque chose de concret. Là, ce que vous pouvez faire, c'est envisager de passer sur un framework pour adopter une structure de code plus efficace et surtout plus fonctionnelle. Enfin, une petite précision, si vous avez
si vous êtes allé un petit peu plus loin. Dans cette vidéo, je n'ai pas utilisé les namespaces. Alors, ce n'est pas que je le déconseille, au contraire, il faut vraiment utiliser les namespaces, ça vous permet d'éviter de mélanger les classes. Ceci étant dit, je peux comprendre que ça perturbe lorsque l'on débute. Donc, pour éviter de rendre les trucs plus compliqués que ça ne l'est déjà, j'ai volontairement pas utilisé les namespaces. Ceci étant dit, je vous conseillerais de le faire, c'est-à-dire de mettre tout ça dans... Par exemple, la classe app, de la mettre, enfin de tout mettre toutes vos classes dans un namespace app, par exemple, pour éviter de les mélanger avec des classes externes que vous auriez besoin d'utiliser. De la même façon, si vous avez déjà utilisé Composer, vous pouvez utiliser la partie autoloading de Composer plutôt que celle que l'on a créée à la va-vite en début de vidéo. Voilà, donc de manière générale, ce que je vous conseille de faire, si jamais vous avez aimé cette vidéo-là, c'est de vous rendre sur graphicart.fr et d'aller sur la partie formation consacrée à la programmation orientée objet en PHP. Cette formation vous redonnera les bases que vous avez besoin d'avoir et surtout vous montrera au fur et à mesure, surtout dans la partie travaux pratiques, une bonne organisation de code et une organisation qui sera plus propre que celle que l'on a écrite. Parce que même si on a remplacé des objets par-ci par-là, on a quand même un code qui est assez proche d'un code procédural. Certes, on a économisé 20 ou 40 lignes à certains endroits, mais on a un code qui est quand même difficile à lire avec un mélange du code PHP et du code HTML. Pas terrible. Donc voilà, j'espère que cette petite introduction à la programmation orientée objet à travers un exemple concret vous aura plu. Si vous avez des questions ou des choses que vous n'avez pas compris ou si vous avez envie que je refasse ce type de vidéo là, n'hésitez pas à poster un commentaire, ça pourra faire l'objet de nouveaux tutoriels prochainement. Donc voilà, rendez-vous dans une prochaine vidéo.